Je vais revenir sur cette question qui a été un petit peu amorcée par Stéphane ce matin, et puis en la reposant peut-être d'une manière épistémologique, mais probablement peut-être aussi polémique au niveau des cycles sur cette question documentaire. En revenant effectivement pas sur la documentarité, même si je pense que c'est peut-être Arthur qui fera des liens cet après-midi entre documentalité, documentologie et documentarité. Mais je vais plutôt revenir sur le défi en tout cas proposé initialement par le philosophe italien Ferraris, dont Franck a rappelé qu'effectivement il y a une influence très forte de Derrida au départ sur sa conception philosophique même, et puis sur l'influence de toute façon chez Ferraris, notamment du concept d'archi-écriture que rappelait Jean-Max précédemment. Donc en gros la position de Ferraris, elle est relativement simple à comprendre, mais en même temps elle est paradoxale, parce que finalement ni les documentalistes ni les spécialistes de l'infocom n'ont osé le faire. Et pourtant, Maurizio, lui, il n'a pas hésité. Il a considéré en clair que le concept le plus important, pratiquement, et fondateur de l'humanité, c'est le document. Alors le document, évidemment, il explique dans une acception extrêmement large. Il puise très rapidement à Paul Hotelet dans un court extrait de Paul Hotelet qui place le document de façon extrêmement large. Et en gros, Ferraris fait un lien très très rapide entre les différentes formes documentaires, depuis les différentes traces produites par l'être humain jusqu'à aux formes d'archi-écriture de Derrida, c'est-à-dire des formes pré-documentaires qui seraient déjà préinscrites dans nos cerveaux. Et à partir de là, Ferraris tisse sa théorie dite de la documentalité, qui considère comme le document est l'élément en tout cas qui permet aux sociétés humaines d'exister, de perdurer, d'échanger, de se transformer, de se manipuler, etc. Et du coup, du côté des cycles, on n'a jamais osé finalement affirmer de manière aussi forte la position du document. Ce qui peut paraître à la fois paradoxal, ce qui peut s'expliquer à la fois par peut-être une action de modestie en fait des personnes qui travaillent sur le document, qui n'ont pas osé en tout cas aller au stade qu'a proposé Ferraris, et puis ça peut s'expliquer aussi parce qu'au moment où on a pu le faire, des réflexions en tout cas sur le document, il y a eu des bugs institutionnels ou des repositionnements qui ont pu poser problème. Alors rapidement, pour reprendre Ferraris, je mets une de ses citations. Il y en a beaucoup, parce que Ferraris a écrit un ouvrage qui s'appelle Documentality, en fait, qui est une traduction de l'italien publié en anglais. Mais vous pouvez trouver pas mal de textes, notamment Âme et iPad, où il décrit cette théorie de la documentalité qui est traduite en français et qui est disponible en ligne et gratuitement sur Open Edition. En tout cas, sur la théorie qu'il développe dans son bouquin de 2004, c'est celle-là. C'est aussi une réponse, une lignée, une défense, on va dire, post-derridienne contre les postures plutôt de Searle. Donc il rejoue un peu le combat, mais en rajoutant une couche successive pour démontrer en fait la supériorité de la pensée de Derrida sur les pensées un peu adverses à Derrida. En tout cas, son intention, c'est de considérer que derrière l'idée de ce qui fait document, donc à mon sens, documentalité n'exclut pas documentarité, et peut-être même d'ailleurs les deux concepts sont extrêmement liés, c'est le fait que toute notre réalité, ce qu'il appelle la réalité sociale, dépend d'actes inscrits, et que l'inscription, en tout cas, est absolument essentielle. Et souvent, d'ailleurs, il cite plusieurs fois l'exemple du mariage. Pour lui, en fait, la preuve qu'un mariage a eu lieu, c'est pas le fait qu'on l'ait conservé nécessairement en mémoire, c'est qu'il y a des preuves que cet acte a réellement eu lieu. Donc, depuis le document administratif, mais éventuellement tous les documents qui vont accompagner l'événement. Donc, je ne sais pas si on retrouve le document et l'anti-événement, ou le post-événement d'ailleurs, parce que parfois je me demande si c'est pas anti-événement, anté-événement ou post-événement sur le document qui nous est proposé. Du coup, Ferraris élargit cette logique-là d'une manière à la fois très rapide historiquement, mais en même temps de manière assez intuitive et assez efficace.
Et ça, il le fait plutôt dans Ameipad, où il va tracer à gros traits une logique quasiment anthropologique documentaire, depuis les premières formes sur les grottes, mais même les premières traces humaines, jusqu'à effectivement l'utilisation massive des formes documentaires sur les formes mobiles. Et ce qu'il dit effectivement très souvent, c'est que les formes documentaires deviennent absolument essentielles et elles sont probablement supérieures au fait que tous ces dispositifs, et notamment les smartphones, ne sont pas uniquement en tout cas des outils de communication comme on aurait pu le croire initialement, mais sont essentiellement des outils d'écriture, d'enregistrement et de production documentaire. En tout cas, sans aller vraiment sur ce qu'est un document, mais il y a bien une espèce de processus documentaire qui s'opère. Donc ça, c'est vraiment la force, en tout cas, de Ferrari, ce qui est un vrai défi pour nous qui travaillons sur le document depuis plusieurs années. On n'avait jamais osé, en tout cas, affirmer de manière aussi forte, même dans les travaux de Pédoc, sur on va dire une sorte de puissance documentaire, une puissance du concept, alors même que finalement, on était plutôt à débattre sur l'éventuelle disparition du document, de la documentation et des professions associées. Et donc du coup je vous remets rapidement aussi, mais je passe assez vite sur cette citation, sur le fait qu'effectivement on a de plus en plus d'outils qui sont des outils d'enregistrement plutôt que des outils de communication. Et pourquoi je parle d'échec de la communicologie ici, c'est que vraisemblablement, en tout cas au sein des SIC, la dominante, en tout cas communicationnelle, dont a un peu pu parler Jean-Max hier, nous a conduit vraisemblablement à une impasse épistémologique, puis une impasse organisationnelle au sein des SIC, qui fait qu'on a mis de côté un peu toutes les réflexions infodocumentaires pendant un certain temps, même si ça revient avec ce qu'appelle Franck la deuxième phase ou la deuxième vague, on va dire en quelque sorte, mais il y a eu une déperdition assez importante entre la période Escarpite-Estivals, puis la deuxième phase, si on veut, avec Jean-Max, et en tout cas, l'Infocom a été sous la domination très nette des positions qui plaçaient plutôt la communication comme objet essentiel, sans avoir nécessairement derrière articulé plus finement communication et documentation, ce que faisait pourtant l'équipe autour d'Estivals et Meria, où en fait on alliait en quelque sorte documentologie et communicologie. Donc du coup, ça repose une question, à mon sens, assez essentielle, c'est-à-dire est-ce que les SIC sont à même de répondre à ce besoin d'une théorie générale du document, que quelque part Ferrari s'appelle de ses voeux, mais sans rentrer véritablement dans le détail. Il donne quelques pistes, et il donne plutôt une série de conseils d'études, et parmi ces conseils que donne Ferrari, on voit bien qu'il y a plein d'objets et plein d'angles qu'abordent déjà les sciences de l'information et de la communication. Parce que le paradoxe peut-être de Ferraris aussi, c'est qu'à part Hotelet, il va ignorer copieusement tous les travaux sur le document produit en sciences de l'information et de la communication. Mais ça, c'est un grand classique. C'est comme les chercheurs qui découvrent les médias, ils oublient qu'il y a déjà eu des travaux sur les médiations, les nouveaux médias, y compris en France. Voilà. Donc du coup, ça oblige derrière à revenir un peu sur les fondements d'une potentialité d'une théorie générale du document, c'est-à-dire à savoir quels ont été les premiers théoriciens sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, et puis ensuite revenir sur d'autres théoriciens sur d'autres phases, mais qui ont été oubliés parce qu'ils sont partis soit sur d'autres disciplines ou parce que finalement leurs travaux ont été à un moment donné peu cités, et puis pour des histoires de personnes qu'on finit nous-mêmes par totalement ignorer, mais qui finissent par produire des conséquences épistémologiques ou scientifiques un peu graves. Donc c'est pour ça que je parle d'égarement épistémologique, mais vraisemblablement c'est ce qui s'est produit. Alors évidemment, mais Arthur y reviendra certainement un peu cet après-midi, on ne peut pas faire l'impasse sur Paul Hotelet, et sur le fait que Paul Hotelet va effectivement théoriser la documentation, améliorer les outils professionnels
et la normalisation autour de la documentation, mais qui va opérer néanmoins une séparation, on va dire, entre l'objet professionnel et l'objet scientifique. Ce qui fait que l'objet scientifique qui intéresse Hotley, c'est également la bibliologie ou documentologie. En fait, il ne distingue pas les deux. Ça, j'ai pas trop le temps de le détailler, mais c'est en grande partie parce que le mot livre chez Hotley a une signification complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui dans l'édition. Et qu'en fait le livre a une portée beaucoup plus large et qui renvoie en fait au fait que le livre c'est quelque chose qui est écrit en fait et pas forcément un objet tel qu'on se le figure aujourd'hui depuis le codex. Et du coup ce qu'il nous dit Hotley, c'est qu'il faut une science. Alors là je vous ai mis une citation, mais il y en aurait pu en avoir plein d'autres où en fait il amalgame documentologie, bibliologie et il appelle tout simplement à une science du livre. Et il appelle presque même à une révolution épistémologique qui est de produire cette science du livre ou du document de manière à avoir une révolution quasi copernicienne, un peu à l'instar des domaines de la biologie ou des domaines de la science de la nature. Et c'est certainement une référence au fait aussi que la bibliologie ou documentologie doit sortir des anciennes approches bibliothéconomiques ou bibliographiques, ce qu'il appelle la vieille bibliothéconomie ou les vieilles stratégies bibliographiques. Là aussi, j'ai pas forcément le temps de rentrer dans le détail, mais historiquement, il y a une espèce de passage assez similaire, parce qu'un des théoriciens, en tout cas de l'histoire de la botanique, de la nature, c'est Konrad Gessner, et c'est aussi un des théoriciens et praticiens de la bibliographie. Et vraisemblablement, le passage s'est fait plutôt sur la biologie, mais ce n'était pas encore fait au niveau de la bibliologie ou documentologie. Sur le concept de documentologie, on va le retrouver à plusieurs reprises après, historiquement, dans les SIC. Et notamment de manière assez connue avec Jean Méria, qui va effectivement revenir sur tous ces travaux autour des logies, communicologie, documentologie. Et effectivement, Jean Méria revient sur le distinguo, sur le fait que la documentologie, c'est un discours scientifique sur le document. Et qu'il la corrèle à l'idée qu'il faut une science générale du document, ou en fait une théorie générale du document. Et derrière, il le relie aussi avec la bibliologie, si ce n'est que quand même pour Méria et puis pour Estivale, il y a le fait que la documentologie est un peu placée au-dessus de la bibliologie, en grande partie parce que le concept de bibliologie ne signifie plus exactement la même chose que le souhaitait Hotley initialement, notamment parce qu'on ne voit plus le livre de la même manière. Vous voyez derrière qu'il y a des enjeux qui sont effectivement des enjeux autant de contenu que de sens, et cette articulation effectivement est en tout cas pour lui essentielle. Autre point aussi, c'est que derrière cette question d'étude du document, c'est pas qu'une histoire effectivement, et ça Stéphane l'a bien montré, de support et de contenu d'information, mais c'est aussi une histoire d'articulation entre différents enjeux de pouvoir. Et qu'effectivement, ça pose la question de qui possède les documents. Aujourd'hui, c'est qui possède les données. Hein, vous voyez, la bascule se fait. Et qui est derrière, qui finalement instrumentise et utilise les différents documents, archives ou données, et comment on va les utiliser. Voilà pourquoi j'articule très très rapidement cette question de la documentalité, de la gouvernementalité, qui est aussi rappelée par une chercheuse qui s'appelle Lisa Gitelman et qui montre bien cette corrélation très très forte entre savoir et pouvoir, et on retrouve des choses assez classiques aussi chez Foucault. Alors pour revenir du coup sur cette ambition d'une théorie générale du document ou une ambition documentologique, il faut évidemment revenir chez Paul Hotley, mais ça Arthur le fera cet après-midi, sur le fameux texte de Suzanne Briet qui a été redécouvert par les Américains et notamment par Michael Buckland, où Briet va avoir effectivement une influence aux États-Unis
et sur le fait qu'elle va considérer que le document n'est pas nécessairement un objet papier au sens classique et que l'antilope peut déjà être un document en tant qu'animal catalogué dans un zoo. Ce qui va par la suite produire encore jusqu'à aujourd'hui tout un tas de visions théoriques. Vraisemblablement, en tout cas, le texte de Suzanne Briet paru au début des années 50 est issu d'une longue lignée de réflexion qui commence dans les années 30 à l'INT des CNAM, qui ne s'appelle pas encore comme ça, qui s'appelle l'UFOD. Et on retrouve le fait qu'il y a déjà cette excroissance potentielle du document à des êtres ou à d'autres types d'objets, notamment dans les syllabus de l'époque. Néanmoins, celui qui va mieux formaliser, en tout cas la documentologie, probablement de manière beaucoup plus puissante que Briet, et probablement de manière plus puissante que Meria aussi, c'est Robert Pagès. Et là, à nouveau, c'est Michael Buckland qui nous a redécouvert Pagès, qui avait été quelque peu négligé. Et notamment avec un article de 1948 où là l'antilope n'est pas dans un zoo, mais il s'agit d'un gorille dans une cage. Alors il y a tout un débat pour savoir qui est le premier entre Briet et Pagès à vraiment formaliser cette idée. C'est probable que c'est Briet qui commence à l'émettre et puis c'est Pagès qui la poursuit de manière, à mon sens, beaucoup plus puissante. Notamment parce que Suzanne Briet va avoir un travail qui n'est pas uniquement scientifique, mais qui est aussi un travail extrêmement important en tant que création de lieux de formation et de formalisation d'une activité professionnelle. Ce qui fait que parfois, d'ailleurs, Pagès va considérer que les premières définitions du document portées par les professionnels sont mauvaises, parce que justement, elles satisfont surtout les documentalistes ou bibliothécaires. Or, l'enjeu est tout autre, c'est un enjeu scientifique bien plus important. Donc du coup, effectivement, chez Pagès, on voit bien qu'on a un accroissement des potentialités documentaires, avec le fait qu'on a des objets qui ne sont pas des objets classiques en termes documentaires, mais qui peuvent être des documents. Donc dans l'article de 48, ça va très très loin, je n'ai pas le temps de le détailler, cet article de 1948, je renvoie aux travaux de Buckland et à l'article que j'ai écrit sur Pagès sur Savoir CDI, où en fait il y a une puissance de la pensée de Pagès qui imagine effectivement pas mal de configurations définitionnelles du document et pas mal de pistes sur la documentologie. Et chez Pagès, on va retrouver quand même quelque chose d'assez proche de chez Paul Otlet, c'est-à-dire que documentologie ou documentation, le passage par le papier n'est qu'un passage. Et que l'enjeu va se poursuivre. Ce qui fait que Pagès a tendance à imaginer une documentologie effectivement hors culture livresque et effectivement pour lui c'est absolument pas dramatique qu'on passe sur de nouveaux types de supports, ce qui explique pourquoi Pagès va s'intéresser à certains mécanismes aussi de recherche d'informations un petit peu complexes qui va être très proche de logique par la suite mécanographique. Enfin, Pagès va occuper des positionnements très particuliers parce que scientifiquement il va être plutôt du côté de la psychologie sociale et il va avoir un centre de recherche et dans le centre de recherche il y a un centre de doc qui va totalement en tout cas rendre clairement efficient avec des stratégies de recherche particulières. Néanmoins, Robert Pagès ne va pas rentrer dans les sciences de l'information et de la communication, il va poursuivre sa carrière au CNRS dans la psychologie sociale et puis finalement il va être par la suite très très peu cité, on ne le trouve pas cité par Estivals, en tout cas à ma connaissance, ni par Meria. Or finalement cet article de 48 et pas mal d'articles un peu annexes démontraient une pensée extrêmement féconde dont on aurait pu s'emparer bien plus tôt. Alors du coup, sur la vision en tout cas de Pagès, il y avait des choses extrêmement intéressantes aussi, parce que par rapport à Briet qui a une vision parfois presque fordienne en fait de la documentation, déjà Pagès lui faisait une critique de cette vision-là. Il y avait une critique sociale, culturelle, qu'on ne retrouve pas nécessairement de manière aussi poussée chez Briet. Alors je continue sur les documentologues un petit peu oubliés, en tout cas aujourd'hui, Robert Estivals, on a relancé l'intérêt sur Robert Estivals depuis quelques années avec Franck,
Et Robert Estivals parle moins de documentologie, mais plutôt de bibliologie, même si dans son esprit, il reprend la lignée de Paul Hotelet, clairement. Mais bizarrement, finalement, on ne retrouve pas l'influence de Pagès sur Estivals. Alors, il y a certainement des raisons qui nous échappent totalement, qui sont des raisons vraisemblablement relationnelles entre personnes. Mais en tout cas, Estivals va poursuivre cette idée-là avec une bibliologie qui finalement va devenir une partie ou sous-partie de la documentologie. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit dans son petit bouquin de 1987, le fameux Que sais-je. Et puis, il va rester dans une approche, effectivement, où on va mêler un côté support et contenu et un aspect médium. Et chez Estivals sont donc écartés tous les supports fugitifs. Alors on va retrouver le côté matériel, tout objet matériel peut devenir un document, mais il écarte les supports fugitifs, reste à savoir aujourd'hui ce qu'est réellement un support fugitif. Et du coup, est-ce qu'un support fugitif finalement peut ne pas être un document? C'est-à-dire le support fugitif, ça renvoie à la question à mon avis du flux aussi. Et là, on voit bien qu'il y a peut-être des transformations liées à l'Internet ou au web qui peuvent peut-être échapper, en tout cas, à Estivals. Chez Estivals, la bibliologie est très corrélée à un autre concept qui est celui de science des écrits. Et science des écritures, il y a différents types d'écriture. Et là-dessus, à mon avis, là où c'est intéressant, c'est qu'on peut effectivement faire un lien assez fort avec le discours porté par Ferraris, qui nous rappelle, alors qui parle de l'iPad, mais en fait ça correspond bien au smartphone, que le smartphone est en fait en premier lieu une machine à lire, à écrire. Et à mon sens aujourd'hui, c'est une condition extrêmement importante qui est négligée, c'est le fait que de plus en plus d'activités de lecture et d'écriture sont produites sur smartphone et que le dispositif smartphone est probablement un élément décisif sur la propagation actuelle de fausses nouvelles. En grande partie parce qu'on n'a pas tant que ça le temps de lire et qu'on est plutôt sur des réactions d'écriture simplifiées, impulsives, qui pose tout un tas de soucis. Et donc sur les sciences des écrits, en tout cas, il y a des enjeux, à mon sens, importants si on est capable de corréler finalement ce que nous dit Ferraris et ce que nous disait Estivals précédemment. Alors rapidement, les enjeux pour les SIC, en fait c'est Ferraris qui nous fait le programme à faire. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a déjà commencé à le faire. C'est-à-dire, Ferraris dit, si on veut faire une science du document, qu'est-ce qu'on doit étudier? Il nous fait un listing. Et si on regarde le listing, en fait, on travaille déjà dessus depuis un grand nombre d'années, c'est-à-dire les différents types de documents. Donc depuis les informels jusqu'aux formels, ce qui pose effectivement les questions des formes, du fugitif, du stable ou du non stable. Et puis derrière, pas mal d'éléments, mais sur lesquels on travaille déjà vraiment, ce sont des objets qui sont déjà travaillés par les SIC depuis un grand nombre d'années. Et du coup, on se dit qu'on a déjà pas mal répondu à la question de Ferraris. Il nous reste cependant à produire, ou en tout cas à reproduire, c'est une tentative de théorie générale du document qui pourrait un peu refonder aussi certains objectifs des SIC sans écarter la communication, mais en tout cas en replaçant la communication d'une manière certainement différente avec ces enjeux d'écriture, d'archi-écriture, d'architexte, de documentalité, de documentarité. Et effectivement, l'intérêt de Ferraris aussi, c'est de nous repositionner sur une histoire longue du document et sur le fait que ces histoires de désinformation ne sont pas tant que ça nouvelles et que derrière, il y a effectivement des histoires d'écriture, de réécriture, de modification, de guerre du faux en quelque sorte. Ferraris esquisse une autre piste qui est celle d'une tension entre documents forts et documents faibles. Donc ça commence un peu à répondre d'ailleurs aux interrogations de Stéphane de ce matin sur la documentarité. Et on voit bien qu'il y a des documentarités peut-être un peu fugitives. Un coup, là effectivement, on peut faire d'un objet un document, puis de l'autre, le même objet peut perdre ses qualités documentaires en quelque sorte. Et effectivement, il y a des documents plus forts que d'autres.
mais vraisemblablement là aussi, il faut l'inscrire dans le temps. Et donc, chez Ferraris, ils considèrent qu'il y a une hiérarchie des documents avec des documents qui ont en quelque sorte des qualités documentaires plus fortes que d'autres. Et qu'il y a vraisemblablement une dégradation au fil du temps parfois de ces qualités documentaires. Ça nous amène aussi à un nouveau défi qui avait été déjà porté il y a quelques années par le collectif PEDOC. Donc justement, est-ce qu'il y a des documents numériques? Et PEDOC avait tenté d'y répondre. Et à mon sens, il faut effectivement reposer cette question. Et on a besoin en tout cas d'un après-PEDOC. Et c'est assez amusant parce qu'effectivement, Vincent a fait une objection ce matin qui est vraiment la mienne aujourd'hui dorénavant sur PEDOC. C'est-à-dire que le fait que la définition de pédo, qui est à mon avis très inspirée par une influence de Jeanne Rey aussi là-dessus, sur un document ne serait finalement qu'un contrat entre des hommes. Et bien rien que cette phrase pour moi aujourd'hui rend totalement caduque pédo, c'est impensable. Aujourd'hui, c'est pas du tout impensable d'imaginer qu'un document soit produit par des bots et qu'il soit lui-même interprété par des bots. Donc le contrat de lecture entre des hommes, à mon avis, tombe. Et ça nous oblige à reposer la question, qu'est-ce qu'un document numérique ou digital actuellement, en intégrant effectivement d'autres types d'acteurs, pour ne pas dire d'autres types d'actants. Et en tout cas, le défi pour nous en termes de théorie générale, il est là, c'est-à-dire d'inclure de plus en plus dans la production lecture-écriture d'autres objets, d'autres dispositifs, et au moins les bots, et effectivement les questions d'intelligence artificielle qui vont arriver derrière. Parmi les pistes, mais qui avaient déjà été un petit peu développées, mais un peu à la marge, en tout cas par Meria. Meria a été sur une lignée qui était assez proche du document fort et document faible de Ferraris. Chez lui, ça devenait document par intention versus document par attribution. Un document par intention, il a toujours une velléité initiale de faire trace et de signifier quelque chose pour quelqu'un ou un groupe de personnes. En gros, c'est ça chez Meria. Et le document par attribution, c'est quelque chose qui a été produit, mais sans réelle intention, en tout cas majeure, et dont la qualité documentaire va être créée par celui qui va découvrir ou donner sens au document. Je résume un peu la position de Meria, et on voit qu'elle n'est pas très éloignée du document fort versus document faible. Sauf qu'à mon avis, aujourd'hui, l'enjeu n'est pas que celui de l'intention, il est aussi celui de l'attention et de la rétention. C'est-à-dire le document devient un objet de tension entre des logiques d'attention. Et clairement, parfois, la valeur documentaire se situe plutôt sur des logiques, effectivement, qui vont générer de l'affect, de la réaction un peu lapidaire, mais pas forcément de la réflexion. Et l'enjeu, c'est effectivement d'attirer l'attention. Et puis, on en a un petit peu parlé hier déjà. Et puis, dernier point, effectivement, ce sont les logiques de rétention, dont parle beaucoup Bernard Stiegler, sur le fait qu'aujourd'hui, les objets documentaires, même si c'est effectivement difficile de définir ce qu'est un document, peu importe, j'ai envie de dire, document, données ou archives, il y a bien des qualités documentaires. Et en tout cas, ça pose la question, effectivement, de qui les stocke, de qui les conserve, ce qui n'est pas pareil d'ailleurs, et de qui les réutilise. Et effectivement, là on voit bien même que les enjeux d'intention changent parce qu'on a pu déposer un document avec une certaine intention, parfois pour attirer l'attention, mais en tout cas les mécanismes de rétention font que la somme de ces documents peut être totalement réagencée et réinterprétée par des mécanismes tiers qui vont en tirer un nouveau sens. Ce qui fait que l'intérêt aussi, c'est de voir les unités, je dirais, infradocumentaires ou macro-documentaires, qui c'est déjà en fait sous-jacent chez Hoteley, qui parle un peu de forme de granularité, de biblione, entre autres. Allez, pour conclure, et parce que vous êtes tous fins, je reviens au fondement et je reviens avec Paul Hoteley, mais sur un autre ouvrage qui est moins connu que le traité de documentation, mais sur lequel il y a des passages extrêmement puissants parce qu'on y retrouve quasiment tout en 3-4 pages. Et en fait,
Paul Hotelet pose la question du but ultime de la documentation. Et sa réponse, c'est ça. C'est quoi le but ultime de la documentation ? C'est le suivant, l'homme n'aurait plus besoin de documentation s'il était assimilé à un être devenu omniscient à la manière de Dieu même. Ça c'est vraiment super top, légèrement en dessous, donc côté technique on va dire. Un degré moins serait créée une instrumentation agissant à distance. Les réponses sur les lectures à distance, distance reading, c'est déjà chez Hotelet. Avec une combinaison de plusieurs technos. Et vous voyez derrière que le but, ce serait de pouvoir jouer avec un système d'écran sur les représentations de la réalité qui seraient entièrement documentées. Pourquoi ? Parce qu'on aurait tout enregistré et que finalement, depuis chez soi, on aurait cette puissance de pouvoir contempler le monde entier, de comprendre ce qu'il en est. Alors je vais plus loin, Hotelet va encore plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, on est capable de rejouer le monde, c'est-à-dire de le défaire et de le refaire et de le recombiner. Ouais. Et j'en termine là-dessus. C'est pour vous montrer la portée du document, en fait.